Bienvenue à tous dans la seconde édition de Bouléco TV Show avec cette fois-ci les échos de la guerre 40-45. Je m'appelle Jimmy Clark et Hermione Cozy. Vous êtes qui vous? Hermione Cozy, nouvelle présentatrice. Et Eva, elle est où là? Moi je m'en fous d'Eva. Ok, enchaînons donc. Aujourd'hui vous allez pouvoir voir dans notre émission un reportage sur la guerre 40-45 et notamment ce qui s'est passé ici à l'ULB même. Et ensuite... Hermione, machin chose, nouvelle présentatrice. La cuisine, il y avait tellement rien à manger à l'époque que nous allons parler de cuisine. Comment peut-on manger sans avoir à manger? Nous allons le savoir. Et pour terminer, émission jeux vidéo. Sur la guerre. C'est ça? Et films sur la guerre. C'est ça aussi. Donc, en avant, la guerre. C'est parti avec... On commence par quoi l'émission, mademoiselle la professionnelle? Ah, pardon. Nous allons donc lancer le documentaire sur la guerre 40-45 et notamment sur l'ULB. Et c'est parti! Scientia vincere tenebra, le savoir vainc les ténèbres, c'est la devise de l'Université libre de Bruxelles. Or, durant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation, cette devise fut mise en péril. Le conseil d'administration et les autorités universitaires veulent éviter la fermeture de l'ULB. En effet, les professeurs veulent que l'université reste ouverte pour les étudiants et pour maintenir les cours emblématiques pour la recherche scientifique européenne. Il en est de même de la côte allemande, où avoir la main mise sur une telle institution du savoir était un précieux atout stratégique afin de saper l'esprit libre de l'ULB et soumettre l'enseignement aux valeurs du nazisme. À l'aube de l'occupation, les autorités allemandes suspendirent plusieurs professeurs, ceux d'origine juive et ceux considérés comme germanophobes. La relève fut prise par des collaborationnistes et des partisans de l'école idéologique allemande. La notion de libre examen était en danger. Les autorités de l'université et le conseil d'administration décidèrent, le 22 novembre 1941, de déclarer l'arrêt des cours et de fermer les portes de l'université. L'accord tacite de fermer les cours a été fait avec la complicité de la ville de Bruxelles qui après a permis la création des cours de clandestins. L'université était toujours restée neutre par rapport à la politique. Or, l'émergence du régime dogmatique nazi a provoqué la résistance directe des étudiants de l'ULB et des membres du conseil d'administration qui ont constaté l'incompatibilité fondamentale entre libre examen et totalitarisme. L'ULB a été un lieu de résistance en Belgique, foyer de formation des personnalités qui ont animé les mouvements partisans dans leurs actions de sabotage. Alors, est-ce que tu veux connaître l'histoire de Paul-Émile Janson? Bah ouais. En fait, Paul-Émile Janson, il fut le premier ministre belge, ici en 1937. Et son action était super, en fait, il a refusé de dénoncer les politiques, les exilés politiques antifascistes au gouvernement italien. Qu'est-ce que tu en penses? Bah c'est une bonne action, mais il y a eu plein d'autres actions de résistance pendant la guerre. Tout le monde agissait plus ou moins bien, on va dire. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Mais moi je me serais caché parce que je suis juif et que toute ma famille a failli être déportée. Il y a une grande partie qui a été déportée, le reste caché, donc j'aurais pas pu être résistant. Et qu'est-ce que ça te fait de connaître cette histoire de tes parents? Bah c'est important de s'en souvenir parce que c'est le genre d'atrocité qui ne devrait pas exister en principe. Mais ça arrive toujours et je pense que si on ne se souvient pas des erreurs du passé, on ne peut pas avancer dans le futur et on risque de les commettre à nouveau si on les oublie. La salle des Marbres, en fait, est un lieu qui rend hommage aux anciens membres de la communauté universitaire décédés au cours des deux grandes guerres. Parmi ces membres, il y a Marguerite Burwust et George Lifshitz, nommé Jura. Marguerite entre dans la résistance et est chargée de récolter des informations sur les activités allemandes. Pendant cette période, elle aidera les parachutistes à cacher les armes chez elle. Marguerite est arrêtée en août 1942. Elle est condamnée et transférée en Allemagne. Jura est un membre de la comité des rédactions du cahier de libre examen. Il côtoie les futurs fondateurs du groupe G. Il est engagé dans la comité des défenses juifs, composant du Front de l'Indépendance. Il participe en 1942 à l'attaque d'un convoi de déport juif destiné au camp d'extermination. L'action est organisée en contact avec les partisans armés et le groupe G. Pendant ce temps-là, une quinzaine de détenus est libérée et près de 200 déportés parviendront encore à s'évader pendant le reste du trajet.
Youra trahi, il fut déporté en tant que bande de chefs juifs le 17 novembre 1944. Nous aimerions savoir qu'est-ce que tu connais à propos de la résistance en Belgique, à l'ULB notamment. Je connais pas grand-chose sincèrement, mais je sais qu'il y a eu une résistance à l'ULB, que l'université avait décidé de fermer ou un truc. Enfin, je m'y connais pas vraiment. Mais je sais que l'université avait pas accepté qu'elle donne une formation naziste. C'est ça, hein, que je me naziste. Du coup, elle a décidé de fermer et la résistance s'est créée au sein même de l'ULB. Enfin, il y a eu un petit groupe de résistants. Voilà. Et qu'est-ce que tu aurais fait, toi, à la place de ces étudiants qui se sont battus pour continuer à avoir cours malgré tout? Qu'aurais-tu fait à leur place? Alors, je peux dire ce que j'aurais fait, mais je sais pas comment j'aurais réagi à ce moment-là. Mais maintenant que tout va bien, je sais que je pense que je me serais battue à leur côté pour avoir un enseignement libre et pas naziste, parce que c'est l'ULB, enfin c'est l'université libre de Bruxelles, et je pense qu'ils avaient tout à fait raison de se battre pour ça. Voilà. Est-ce que tu connais la salle des marbres? Non, pas du tout. En fait, elle est juste derrière ici. Et elle rend hommage aux membres de la communauté universitaire qui se sont battus justement durant la résistance. Ah mais je savais vraiment pas. Mais c'est vraiment intéressant de... Merci. Mais c'est vraiment intéressant de savoir. Mais c'est vraiment cool. C'est ici, dans l'ancienne salle du Conseil, que fut prise la décision de la fermeture de l'ULB le 22 novembre 1941. Mais cependant, après cette fermeture, l'Union des étudiants et l'Assemblée générale organisent des cours clandestins. Les occupants allemands s'en aperçurent et fermèrent le local de l'AG en 1943. Et pendant le reste de la guerre, certains professeurs donnaient encore cours et même à leur domicile. Jean Mardoulin rentra de captivité en avril 1945 et il fut honoré par la communauté ulbiste pour laquelle il était devenu un héros qui avait connu le camp nazi et qui avait été en tant que président de l'AG jusqu'au bout de sa mission. Et maintenant, nous nous dirigeons vers le bâtiment UA, où il y a l'amphithéâtre dédié à Jean Gaulisson. Voici l'auditoire Jean Gaulisson. Il est dédié à Jean Gaulisson, un étudiant en sciences appliquées de l'ULB. Il a mis à disposition ses connaissances en sciences appliquées pendant la résistance, permettant la construction d'armes et d'explosifs. Il a décidé, même pendant la fermeture de l'ULB, de conduire des cours clandestins dans les laboratoires pour permettre aux gens de continuer à se cultiver. Ses valeurs étaient de libre examen et de bien-être social. Et c'est à ça qu'est dédié le prix Gaulisson. Il est mort à 27 ans, fusillé par les Allemands. Nous nous dirigeons maintenant vers la Square G, dédié notamment au groupe G, le groupe de résistance fondé par les étudiants de l'ULB. Cet endroit a été placé ici pour se commémorer du groupe G et il est fort signifiant en fait. Le monument placé de la place récite un hommage aux résistants du groupe G et à tous ceux qui, au-delà des barrières idéologiques, se sont levés contre la négation de l'homme et le silence imposé à la pensée humaine. En janvier 1942, le groupe G est formé par M. Jean Burger, un jeune étudiant de l'ULB. Doté du charisme de chef, il a été tout de suite mis à la charge du groupe G. Il a choisi le nom de bataille de Fernand Gérard, qui a pu donner le nom au groupe G. Étant composé par des intellectuels, aussi des professeurs, le groupe était une chambre de réflexion et analyse où rien n'était laissé à côté et chaque action a été calculée dans les moindres détails avant de passer à l'action de sabotage. Le groupe G sera toujours imprégné par les principes de libre exaministe, soit dans son organisation et soit dans ses actions. Il a été toujours entouré par le mystère, le groupe G,
pour échapper au contrôle de la Gestapo. Le groupe G a coordonné les actions des mouvements de résistance de toute la Belgique et les liaisons avec Londres étaient gérées directement par Bruxelles. La mission du groupe G était d'empêcher les Allemands de profiter des sources économiques, notamment les mines, en coupant le réseau d'infrastructures. C'est pour cela que le groupe G était doté d'un système d'approvisionnement par parachutage, ainsi d'une filière d'évasion pour les emprisonnés, pendant les combats de libération notamment. Le chef du groupe G jusqu'à le 17 mars 1944 était Jean Burger. Il faisait partie du cercle de libre examen où il a connu son épouse, Hélène Leva. Étudiant brillante, il conduira les actions du groupe G à partir de sa création. D'abord, est-ce que tu connais ce qui s'est passé à l'ULB pendant la Deuxième Guerre mondiale? Non, pas du tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En gros, l'université a été fermée et à cause de l'occupation allemande. Et il y a eu des groupes de résistance, et notamment le groupe G, à laquelle est dédié cet monument. Et faisait partie, il y avait des étudiants qui ont fait partie de ça. Le cercle de libre examen, il a donné la philosophie. Et nous avons lu sur un livre dédié à ça, qu'il y a eu aussi une histoire d'amour entre le chef et Hélène Leva. Et nous avons écrit un petit texte sur ça. Est-ce que tu pourrais le lire pour nous et nous montrer tes réactions? D'accord. Durant le mois de septembre 1944, des survivants du groupe G ont découvert le triste sort de leur chef Jean Burgers. Une amie était chargée de révéler la vérité sur le héros disparu 6 mois avant à son épouse. Encore émue, elle a failli dire la vérité et donc laissé croire à Hélène une mort digne par fusillade alors que Jean avait été pendu. Une intense souffrance touchait Hélène, n'importe la nature de la mort. Elle sut la vérité lors des célébrations pour la libération. Elle laissa les amis de résistance aller dans la rue et fêter la libération, mettant des drapeaux aux fenêtres, et pourtant, elle maintint une solitaire tristesse dans sa douleur intime, en couvrant son visage dans le coussin, et dit « Jean aurait dû bien voir tout cela ». Alors, elle décidera de partir en Pologne pour enquêter sur les sorts des emprisonnés disparus. Et son amie a failli lui empêcher de vivre dans un pays assez dangereux et instable, car elle dit enfin « Il était mieux que ce risque est plus utile et plus honorable que le suicide. » Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu avais fait à sa place? Je pense que c'est difficile de se mettre à sa place. Je sais pas ce que je sais juste pas parce que j'étais pas. Enfin, c'est difficile de se mettre à la place de quelqu'un comme ça quand on connaît pas du tout la situation. Tu serais engagé dans la résistance? J'aimerais bien pouvoir dire que oui, mais. C'est bien de dire ce que tu penses. Je pense que je l'aurais pas fait. J'aurais bien aimé, mais je pense que j'aurais pas été assez courageuse pour le faire et j'aurais préféré me cacher et pas trop me montrer. Quand Jean Burger a été arrêté par les Allemands, ce sera l'ami Robert Leclerc qui lui succédera à la charge du groupe G. Il va conduire les actions de sabotage jusqu'à la fin de la guerre et puis après, il dissoudra le groupe G. Ça a été une histoire d'amour, de fraternité, de solidarité, l'histoire du groupe G. Et on peut voir aussi dans le fait qu'il y avait des actions de sabotage et surtout le fait qu'ils voulaient, même s'il y avait le copain allemand, ils ont essayé de lui empêcher de faire qu'est-ce qu'il voulait de le réseau de la Belgique. Et ça avec une coordination nationale directement liée à Bruxelles et Bruxelles directement liée aussi à Londres. Ça, c'est incroyable. La majeure action de sabotage du groupe G était la Grande Coupure, qui a été menée le 15 janvier 1944, donc 2 mois jusqu'avant l'arrêt de Jean Burger. Et ils ont permis de ils ont coupé l'électricité dans les usines belges qui étaient utilisées par les Allemands. Et ça a permis que des sous-marins
allemands étaient empêchés de s'affronter avec les Alliés. Et ça veut dire qu'ils ont sauvé beaucoup de vies et avec cette action. Et était très important pour la victoire finale. On va lire les lettres de Richard Altenhoff les jours avant sa mort. Bruxelles, le 29 mars 1944. Ma chère maman, la destinée a voulu que je ne te revoie plus. Cela m'est bien pénible. Il y a 9 mois que je t'ai vu pour la dernière fois, à la clinique où tu attendais ta deuxième opération. Heureusement, Annie m'a dit il y a 15 jours que tu étais tout à fait guérie et tu ne peux pas te douter quel soulagement cela a été pour moi. L'incertitude était pour moi si angoissante. Maintenant, c'en est fait, je suis battu, mais nullement abattu. Et sois tranquille, ils n'auront pas la satisfaction de me voir trembler. Je croyais avant que l'approche de la mort devait être chose terrible, effrayante. L'expérience me prouve qu'il n'en est rien. Je suis serein. Mais une chose me pèse, c'est la pensée de la peine que je vous occasionne. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de ça? C'est triste. Et en fait, c'est que en fait, il fait penser aussi que plutôt que leur mort, leur souffrance, c'est celle donnée aux proches qu'ils ont lointains, et etc. Et du coup, voilà. Et après, avec ça, ça montre aussi. Mais en fait, là, il écrit à sa maman qui est décédée. Non, qu'il n'est pas encore décédé. En fait, il a laissé sa maman dans une clinique où elle devait faire une opération. Et elle est bien maintenant. Et lui, il est dans une situation de danger, de guerre. Ah oui, ok. Et du coup, il écrit des lettres à la maman pour quand même rester lié à la maman, même s'il est plus longtemps. Voilà. Donc, ça, c'est la lettre avant de la mort. Donc Bruxelles, le 30 mars 1944. Maman chérie, j'ai encore quelques minutes et j'en profite. Tout à l'heure, pendant une courte méditation, je me suis remémoré tout ce que tu as fait pour notre éducation, et la mienne en particulier. Tu as toujours été un exemple vivant de devoir et de courage tenace et silencieux. Tu as été un modèle, et si j'en avais été amené à choisir une femme, j'aurais voulu qu'elle te ressemblât. Toujours à la besogne pour les tâches les plus ingrates comme pour les plus élevées, tu as été à l'enseignement de tous les principes de morale. Maman que j'adore, tu ne sais pas combien ces pensées m'ont fait du bien et quel courage elles m'infusent. Je me suis remémoré aussi ce beau livre de Huxley, La fin et les moyens, où il définit l'homme sans attache, où il en a fait l'apologie. Je crois être assez loin dans la voie qui mène vers cet homme idéal. Tu comprendras ainsi mieux mon état d'âme qui est toute tranquillité. Tu connais mes opinions. Elles n'ont pas changé et j'en voudrais pas que modifier votre façon de vivre pour moi, de même que votre habillement. Et ça Mais je trouve ça... c'est à la fois triste, mais c'est aussi courageux de Richard, parce que lui, il sait qu'il est en état de danger et il essaye quand même de pas le montrer à sa maman qu'il est en état de danger et de la rassurer, alors que lui, il sait très bien que ça va, il sait très bien que normalement il y aura une mauvaise fin pour lui, quoi. Voilà. Et ça, c'était, on peut dire, la condition de tous les gens qui étaient sur le front et à se battre, etc. Et ça, c'était le témoignage de Richard Altenhoff. Il y avait aussi le contexte, les étudiants étaient très influencés par le contexte. C'est difficile de déterminer si à cette époque on aurait... Parce que maintenant j'aimerais penser que je serais entrée dans la résistance, mais c'était pas si facile que ça à l'époque. Les résistants étaient traqués, on menaçait leur famille. Il faut beaucoup de courage pour être dans la résistance. Et je trouve que c'est très courageux ce qu'il a fait, les lettres à sa mère. Nous arrivons maintenant à la fin de notre chemin dans les lieux de la résistance dans l'ULB. Nous espérons de vous avoir donné des informations que vous ne connaissez pas et que nous vous avons amené aussi à la réflexion sur le libre examen, sur la collaboration, la solidarité et la fraternité. Merci beaucoup pour l'attention.
C'était quand même assez frissonnant hein, tout ça, ces témoignages. Oui, surtout les témoignages avec les étudiants, ça m'a rendu malade. Mais maintenant, s'il vous plaît, la réclame. Réclame, tout de suite. Comme beaucoup de gens, vous êtes un adepte du vintage. Vous aimez retrouver les plaisirs d'autrefois. Vous êtes d'accord pour dire que la qualité était meilleure avant. C'est pas chaud. Laissez tomber votre micro-ondes actuel et laissez-vous séduire par le charme du modèle original de 1945. Radarange vous comblera par sa hauteur exceptionnelle d'1,80 m pour un poids de seulement 340 kg. Eh ben voilà, mais ça c'est du micro-ondes, c'est ce qui nous manquait. Heureusement que ça redevient à la mode, je pense que je vais en mettre un à côté de mon frigo. Ma grand-mère en avait un et elle a perdu ses cheveux. Alors, le plat national emblématique belge était la pomme de terre et le hareng. Nous allons voir un exemple de recette que nous faisions pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec ou sans patate? Vous êtes un étudiant, et c'est la guerre. Vous n'avez donc rien dans votre frigo, à part un morceau de pain sec, quelques pommes de terre, des œufs, du sucre et du lait. Qu'allez-vous donc bien pouvoir faire à manger? La réponse est simple, du pain perdu et de la purée. Maintenant, vous êtes étudiant, mais ce n'est plus la guerre. Cependant, vous pouvez encore faire du pain perdu et de la purée, car c'est simple, rapide à préparer, et surtout, ça ne coûte rien. Afin de faire le pain perdu, cassez un œuf. Ajoutez 2 cuillères à soupe de sucre roux, puis mélangez. Ajoutez un peu de lait. Il faut que ce soit homogène, mais pas trop liquide. Si vous en avez, vous pouvez ajouter de la vanille et de la cannelle. Une fois bien mélangé, faites tremper le pain dans la préparation jusqu'à ce qu'il soit bien mou. Puis, faites-le chauffer dans une poêle préalablement beurrée et versez-y doucement le mélange par-dessus. Pensez à bien retourner le pain pour qu'il ne brûle pas. Épluchez ensuite environ 400 g de pommes de terre. La pomme de terre était l'un des aliments les plus faciles à trouver lors de la Deuxième Guerre mondiale. Une fois les pommes de terre bien épluchées, remplissez une casserole d'eau et ajoutez-y un peu de sel. Coupez ensuite grossièrement vos pommes de terre et mettez-les dans la casserole. Faites en sorte qu'elles soient bien immergées et qu'elles ne dépassent pas. Une fois que les pommes de terre sont bien molles, enlevez l'eau et commencez à les écraser de sorte à former la purée. Vous pouvez la laisser plus ou moins épaisse. Rajoutez ensuite 10 cl de lait et un peu de crème fraîche pour l'onctuosité. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également rajouter un petit peu de muscade pour donner un goût un peu meilleur. Puis mélangez le tout. Et voilà, votre repas est terminé. Servez le pain perdu et la purée immédiatement. C'est 10 fois meilleur chaud. Et donc nous allons lancer maintenant l'émission des jeux vidéo qui va nous parler de... La guerre. Attention, ne présentons pas vos cœurs initiques de tous les jeux vidéo sortis sur la Seconde Guerre mondiale. C'est encaissé que vous auriez jugé devoir appartenir à l'histoire présentée. Postez un commentaire éventuellement et nous ne le répondrons jamais, parce que nous ne pourrons pas culture. Cela dit, partagez votre culture, c'est toujours sympa. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode d'Attrape ton joystick spécialement dédié à la Seconde Guerre mondiale. Dans cette émission, nous allons tenter de vous présenter au mieux une chronologie plus ou moins juste des jeux les plus marquants sortis sur tout support et surtout ayant pour thème la guerre 40-45. Moi j'ai un jeu dont tu pourrais parler. Oui Jérémy, on sait que Call of Duty Black Ops 3 c'est trop cool, mais là on va copieusement l'ignorer, alors retourne te coucher. On commence tout de suite avec Wolfenstein 3D, sorti en 1922. Directement inspiré de Castle Wolfenstein, son aîné de 1980, ce jeu a globalement popularisé le genre des FPS sur PC, un an avant la sortie de Doom. Les deux jeux ont d'ailleurs le même concepteur, John Romero, mais passons plutôt directement au vif du sujet, le jeu en lui-même. Vous incarnerez le soldat Blaskowitz, capturé par les Allemands et retenu dans un château duquel vous devrez vous évader en affrontant toute la hiérarchie classique des nazis, à savoir soldats, officiers, paratroopers, mutants ou encore fantômes. Vous serez mené au fil du temps à des missions derrière les lignes ennemies, jusqu'à devoir assassiner Adolf Hitler en personne. Le jeu donnera suite à de nombreux remakes, comme en 2014, pour citer le plus récent, Wolfenstein The New Order. On arrive déjà à un gros morceau, et je parle bien évidemment de Medal of Honor, bien sûr. N'avez quand même pas oublié, si. La série débute en 1909, lançant ainsi une fois pour toutes la mode des FPS sur la Seconde Guerre mondiale.
Les jeux de la série avec cette thématique ont continué à sortir jusqu'en 2007 avec Medal of Honor, Airborne, et il faut admettre que c'est quand même triste que ce soit arrêté, parce que c'était sacrément bon. Je dirais même meilleur que beaucoup de sorties actuelles. Bref, puisqu'on a un horaire respecté, passons déjà au jeu suivant. Voici Prisoner of War, sorti en 2002 sur PS2, Xbox et PC, bien évidemment. Vous incarnez ici un aviateur fait prisonnier et qui cherche à se faire la malle des différents camps dans lesquels il est transféré. Il est assez intéressant de voir que ce jeu vous met face à une situation où c'est la collaboration avec vos camarades détenus qui vous permettra ou non de vous échapper. Celle-ci se fait en fonction des choix faits dans les conversations, ainsi qu'à travers certaines faveurs rendues. Dans le même temps, nous avons le seul et unique Battlefield qui colle à la thématique. J'ai nommé Battlefield 1942. Là, on rentre tout de suite dans une optique multijoueur, avec un système de conquête bien connu aujourd'hui. Les joueurs choisissent leur équipement et partent à la capture de checkpoints afin de gagner des points. Le début des grands classiques, quoi. Ensuite, je vous demande de faire attention les petits loulous, parce que là, ça va parler mal, ça va parler vrai. On arrive à un sacré bloc, les Call of Duty. Mais attention, les bons, hein, c'est-à-dire les 4 tout premiers. Donc toi, petit kikou, ouvre tes esgourdes, parce que là, on parle de l'essence originelle de cette espèce de bouillie pré-mâchée et dénaturée qu'on te sert actuellement. On parle d'un temps où on suivait des événements historiques, où on ne regagnait pas de la vie en respirant et où on avait un bon mode solo, putain. C'est trop demander une histoire qui tient la route plutôt qu'un multijoueur tout aussi dégueulasse. Je m'emporte, navré. Mais pour se rattraper, passons au jeu suivant qui vaut quand même la peine d'être mentionné. Brother in Arms, sorti en 2005, se différencie de ses prédécesseurs en amenant une dimension tactique à la chose. Vous devez gérer différents soldats, les mettre sous couverture, les soigner, les diriger en combat. Somme toute, une très bonne expérience si vous voulez devenir le chef d'une bande de scouts en rade dans la campagne normande. On passe ensuite à la série des Sniper Elite qui débute en 2005 également et se prolonge jusqu'en 2014 avec la sortie du 3e volet. Il s'agit d'une simulation de sniper et il faut admettre que le rendu donne plutôt bien avec les ralentis en bullet time et les visions X-ray des organes que votre balle explose dans le corps des nazis. La physique des projectiles est assez jouissive, vous demandant de prendre en compte la pesanteur, le vent et les mouvements des ennemis. Bon, on n'ira pas jusqu'au calcul de l'hydrométrie et de la calorimétrie, mais bon, faut quand même que le jeu reste amusant, non? En 2006, 2 nouveaux jeux sortent. Dans la catégorie FPS multijoueur, nous avons Red Orchestra, qui cette fois se concentre sur le front de l'Est et offre un gameplay plus pesant de par sa volonté de réalisme. Le cœur du jeu consiste en une coopération importante au sein de l'équipe en accumulant des points, soit en tuant des ennemis, soit en capturant des objectifs ou en les faisant exploser. Somme toute, un grand classique des multijoueurs. Dans la catégorie STR, j'annonce Company of Heroes. Excellent jeu de stratégie réalisé par une entreprise morte. On appréciera les graphismes toujours aussi saisissants. En comptant le plus récent Company of Heroes 2, sorti en 2013, vous pourrez choisir entre les alliés, américains, anglais ou soviétiques, et l'Axe, allemand et... allemand blindé. Malheureusement, plus on avance dans les années et plus il est difficile de trouver des jeux sur la Seconde Guerre. En 2009, nous découvrons le Saboteur, qui vous met dans la peau d'un... saboteur. Bref, vous devrez utiliser la discrétion à votre avantage afin de tuer, voler, espionner... bref, faire des trucs d'espion quoi. Récemment, une série de jeux sont sortis en ligne pour le plus grand bonheur des nostalgiques. La série des World of Tanks, Warplanes et Warships vous replonge dans l'ambiance des combats mécaniques de grande envergure. Vous serez placé au volant d'un tank, au manche d'un avion ou à la barre d'un navire afin de vivre une bataille en équipe à grande échelle. Un véritable plaisir pour les adeptes de l'esprit de... Voilà, c'est déjà terminé. Personnellement, je suis assez déçu que les éditeurs délaissent le thème de la Seconde Guerre mondiale pour celui d'une guerre futuriste. En remettant un projet de ce genre en route avec les moyens actuels, je suis sûr qu'on parviendrait à un résultat de grande qualité, autant visuel que scénaristique. Mais bon, on peut toujours espérer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et surtout n'oubliez pas, le problème avec la guerre, c'est que... La guerre ne meurt jamais. Et tous ces jeux vidéo qui vont dans tous les sens, nous allons enfin parler des films qui nous parlent de la guerre. Bonjour à tous et bienvenue dans le cabinet du cinéphile. Quand on parle de la Seconde Guerre mondiale au cinéma, on a toujours l'image de certains films iconiques qui nous reviennent. Cependant, bien que ces films restent majeurs, ils ne sont pas les seuls à traiter de la Seconde Guerre mondiale. En effet, la Seconde Guerre mondiale a aussi été dépeinte dans des films de science-fiction, d'animation ou encore fantastique. Il est donc intéressant de se pencher sur ces films qui, bien que moins connus, restent tout de même assez intéressants du point de vue de leur contexte et aussi de la façon de traiter le sujet.
Mais attention, soyez prévenus que ces films peuvent comporter des scènes réellement choquantes. Bon visionnage. Requiem pour un massacre, film de 1985 de L.M. Klimov. Certainement l'un des films traitant de la Seconde Guerre mondiale le plus marquant, Requiem pour un massacre ou Viens et vois fut en partie basé sur les souvenirs de guerre du réalisateur. Le film raconte les péripéties d'un adolescent d'une quinzaine d'années, joué par Alexei Kravchenko, dans ce voyage à travers la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale. Sans concession, le film n'épargne rien à son protagoniste, lui faisant subir toutes les horreurs de la guerre. Mais ce constat ne s'arrête pas au simple personnage fictionnel. En effet, l'acteur principal a lui failli être noyé, tué par balle ou encore écrasé. Le tournage fut tellement dur qu'un psychologue dut être embauché afin d'aider l'acteur à surmonter les épreuves. Malgré tout ça, Requiem pour un massacre reste un classique. Basé sur des témoignages extrêmement durs de rescapés de la guerre, utilisant de vraies armes, le film n'épargne rien aux spectateurs. Le film, dépourvu de tout héroïsme guerrier, nous dépeint ainsi une image très différente des habituels films traitant de la Seconde Guerre mondiale. Refusant tout manichéisme, le film trace ainsi sa propre voie, le rendant tout simplement unique. Un film à voir. Mon Führer est une comédie de 2007 de Danny Levy. Et si Hitler, au crépuscule de la guerre, avait soudain eu un gros coup de déprime, l'empêchant de poursuivre le combat et de diriger l'Allemagne. La solution trouvée par les têtes pensantes du gouvernement nazi pour redonner le sourire au Führer, tout simplement de faire sortir des camps de concentration Adolf, un ancien professeur de théâtre allemand et juif. Adolf aura pour mission de mettre un terme à la dépression d'Hitler, afin que ce dernier puisse faire son grand discours censé redonner courage à toute l'Allemagne. De ce point de départ commençant comme une mauvaise blague, le film se révèle bien plus profond qu'il ne pouvait le laisser penser au premier abord. Sans tomber dans les clichés, le film nous dépeint le portrait d'un Hitler triste et pathétique. Le film, se référant au dictateur de Chaplin, ne laisse pas indifférent, même si on regrette tout de même un humour qui ne fait pas toujours mouche et un scénario qui s'embourbe. Abattoir 5 est un film de George Roy Hill de 1972. Billy Pilgrim, veuf et ancien soldat américain, passe sa retraite paisiblement aux USA, rédigeant ses mémoires. Sa particularité ? Il est capable de voyager dans le temps et de revivre tous les événements de sa vie passée, mais aussi future. À un moment âgé et retraité, il se retrouve l'instant d'après dans le futur, sur une planète alien, ou encore propulsé dans les années 40, prisonnier de guerre à Dresde, travaillant dans l'abattoir 5. L'histoire du film nous amène dans des directions inattendues, et profite du thème du voyage dans le temps pour développer un montage qui lui est propre. Bien que le film soit dit de science-fiction, il serait réducteur de le maintenir à ça. En effet, le film raconte un traumatisme, celui de l'auteur du bouquin dont est inspiré le film. Kurt Vonnegut a été fait prisonnier durant la guerre et emmené dans les mêmes abattoirs que dans le film. En sachant cela, le film obtient un nouveau niveau de lecture, et ainsi, il devient plus qu'un film de science-fiction, mais un véritable témoignage humaniste. Le tambour, film de 1979 de Volker Schlondorf. Durant l'Allemagne nazie, Oscar, un enfant de 6 ans doté d'une intelligence hors norme, décide de s'arrêter de grandir le jour où il reçoit son précieux tambour. Ce tambour, il le gardera tout le long du conflit et même après. Le tambour est inspiré d'un livre de Günter Grass. Il s'agit de l'un des livres allemands les plus marquants de l'après-guerre. Le tambour est un film aussi dur que difficile à cerner. Entre contes noirs d'une Allemagne traumatisée et récits philosophiques et religieux, tout embrassant de nombreuses thématiques et sujets donnant à réfléchir et qui ne laissent pas indifférent. Le tambour n'est pas destiné à tous les publics, mais est nécessaire à voir au moins une fois pour tous les cinéphiles. Le tambour est le symbole d'une génération d'Allemands, eux aussi marqués par la guerre. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le film a reçu en 1979 la Palme d'Or ex aequo avec Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Le tombeau des Lucioles, film de 1988 d'Isao Takahata. En 2013 sortait Le vent se lève, dernier film de Miyazaki. Si ce film d'animation traitait des rapports qu'avait le Japon avec la Deuxième Guerre mondiale, il ne fut pas le premier. En effet, Le tombeau des Lucioles, sorti plus de 20 ans avant Le vent se lève, et lui aussi produit par le studio Ghibli, fut l'un des témoignages les plus poignants sur la Seconde Guerre mondiale et les conséquences qu'elle infligeait au Japon. Se déroulant durant l'été 1945, le film nous raconte la survie de Seita, 14 ans, et de sa sœur Setsuko à travers un Japon en ruine. Le film, lui aussi basé sur des témoignages autobiographiques, se révèle être le plus sincère et le plus émouvant.
Nous présentant un Japon en ruine, où les enfants sont les premiers à souffrir de la situation, le film nous dépeint la traversée désespérée et tragique de ces enfants qui tentent de survivre dans le Japon d'après-guerre. Ce n'est pas sans raison si ce film est aujourd'hui culte auprès de nombreuses personnes. Aussi choquant que triste, le film mérite amplement son coup d'œil. Et c'est sur cette vague d'émotions fortes que nous allons terminer cette deuxième édition de la Bulle Echo TV Show. On se retrouve le mois prochain pour de nouveaux échos. Au revoir. Endoctriné, c'est ça. Tu t'es fait manipuler par ces rebelles. Regarde, j'ai posé mon arme. Viens avec moi. J'en parlerai à mes supérieurs. Par chance, ta bombe n'a pas explosé. Tu prendras combien? 3 ans maximum? Je viendrai te voir tous les jours. Hein? On va devenir comme avant. Viens avec moi. Arrête-moi! Faire mourir que la vie dans notre système. Okay, so first step, we find the right spot next to the railway. Alright, we do. Okay. Then we find the red button. Okay? Okay. Was it the red or the green one? The green one. Was the green one? Okay, okay. It's okay. very important. Okay, so we find the spot. Put the bomb. Arm the bomb. On 3. On 3, we press on the green button, and then the German train explodes. We could save thousands of lives. Okay? We have to do this right. You're the hero of the nation. Hopefully the war is over. Yeah, we'll take it. Remember? Oh, thank you so much. On oublie cela, moi y compris, et la vie devient une course au succès, à l'argent. Mais réfléchissez, lorsque vous achetez quelque chose avec de l'argent, ce n'est pas avec de l'argent que vous payez, mais avec le temps que vous avez utilisé pour gagner cet argent. Et qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Bah je sais pas, moi, vous me dites d'aller tuer un Allemand, dites-moi ce qu'il m'a fait. Bah je sais pas si c'est toi qui a... Enfin vous, désolé. Si c'est vous qui avez un problème avec lui, je sais pas, moi aller chez lui, régler ça tranquillement. Il y a d'autres moyens plus simples de régler un conflit que d'aller d'envoyer des gens se faire tuer pour vous. Je sais pas, moi je vais ça une face ou... Bah je sais pas, dites-moi pourquoi je vais aller tuer un Allemand pour... je sais pas. Bah dites-moi, le mec il a volé ta tarte ou enfin je sais pas, dis-moi ce qui va pas. Bah ok, à l'aise. Et les militaires alors, qu'est-ce qu'ils font? Bah, je sais pas, moi, vous demandez à des étudiants d'aller se battre pour vous alors que je sais pas, il y a des gens qui sont payés pour ça quand même. Ah, ils sont morts. Tous. Je sais pas, moi, si on a un qui reste, envoyez-le, je sais pas moi. Un contre 100 000, un peu de détermination, je sais pas moi. Ok, s'ils sont tous morts, à l'aise. Mais du coup, moi aussi je vais mourir. Et je peux m'en sortir vivant? Enfin, je sais pas moi, parce qu'il y a une fête qui se fait dans 2 semaines. J'avais envie d'y aller moi. Ok. Bah, à l'aise. Et en fait, vous m'avez toujours pas dit ce qui vous en fait. Enfin, je sais pas, moi, la moindre des choses, c'est de nous dire pourquoi on va se battre pour vous, alors que nous, on est des simples étudiants. Vous nous demandez d'aller nous battre, alors qu'on n'a rien à voir dans ce conflit-là. Je sais pas, moi, réglez vos problèmes vous-même. Ok, c'est votre guerre, mais c'est quand même nous morts, quand même, non? Paris, Beyrouth, Burundi, Kenya, Ankara, Gaza, Alep, Bagdad, Congo, Londres, New York, Bruxelles, Liban, Guernica, Bucarest, Marrakech, New York,
Madrid.